Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise et bienvenue à l'édition en langue française, la grande édition du journal en langue française que nous allons commencer par les titres que voici. Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, estime que l'usage de la technologie dans l'octroi des services reste un facteur clé dans la lutte contre la corruption. Et puis des experts dans le fonctionnement des médias indiquent que la technologie a tout changé de manière que la diffusion des informations se fait rapidement à ce jour. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, déclare que l'usage de nouvelles technologies reste aujourd'hui une des solutions clés que le Rwanda a mises en place pour lutter contre la corruption. Le Premier ministre a fait cette indication ce mardi lors de l'ouverture d'une conférence des agences de lutte contre la corruption dans les pays membres du Commonwealth. Les détails sur cet élément, je me confie à mon confrère Jean-Damascène Manichin. Pendant 4 jours, les responsables des agences de lutte contre la corruption dans 18 pays africains membres du Commonwealth sont réunis à Kigali pour tabler sur les stratégies efficaces de lutte contre la corruption en Afrique. Le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, a rappelé que le combat contre la corruption est indispensable vu les conséquences négatives qu'elle exerce sur la vie des sociétés. Several reports have indicated that global corruption is now costing around Plusieurs rapports ont montré que globalement, la corruption coûte environ $1 trilliard américains chaque année. Et cela a un impact sur la vie de nos peuples. Ce coût est très élevé et continue d'affaiblir la résilience de nos communautés. La corruption détruit l'économie et handicape les investissements. Les investisseurs qui méritent et exigent un environnement sain des affaires éviteront de s'implanter dans des pays à taux de corruption élevé. Through strengthened cooperation and effective accountability mechanisms. La secrétaire générale du Commonwealth, Mme Patricia Scotland, a également montré que la corruption compromet énormément le développement de l'Afrique, car chaque année, le continent perd plus de $50 milliards américains suite à la corruption et à la mauvaise gestion. Patricia Scotland a mis un accent sur la coopération entre les États pour réussir ce combat contre la corruption. Pour réussir le combat contre la corruption, il nous faut une approche globale du Commonwealth. Et ça sera possible en travaillant ensemble, en apprenant les uns des autres et en se fixant des projections élevées. Cette ambition est essentielle et figurera sur l'agenda du sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu ici à Kigali le mois prochain. Alors il convient et il est grand temps de nous retrouver dans cette conférence et combattre la corruption pour asseoir la bonne gouvernance et le développement durable en Afrique. François Anouka, vice-président de la Commission nationale anticorruption au Cameroun, s'est quant à lui déclaré confiant que l'Afrique pourra surmonter ce défi avec des rassemblements comme celui de Kigali. C'est une grosse question. Que faut-il faire? Vous voyez, la corruption fait perdre beaucoup d'argent en Afrique et dans le monde. Et nos pays, notamment ceux qui sont membres du Commonwealth africain, ont élaboré depuis 2011 cette conférence des chefs d'agence de lutte contre la corruption. Il s'agit, n'est-ce pas, dans ce cadre, d'élaborer des stratégies pour lutter contre la corruption, d'une part par des mécanismes de prévention, c'est-à-dire comment faire en sorte que les actes de corruption ne soient pas commis, mais également dans la perspective de la répression, en ce sens que les actes de corruption qui ont été commis par des gens, qu'on puisse, n'est-ce pas, dénoncer suffisamment aux agences de lutte contre la corruption qui rassemblent les preuves, n'est-ce pas, et saisissent les juridictions compétentes pour la répression de ceux qui ont commis ces actes-là. C'est la première fois qu'une telle conférence se tient au Rwanda et s'organise seulement à quelques jours du sommet des chefs d'État et de gouvernement de juin prochain.
Tout en étant sur le même point, l'ombudsman du Rwanda, Madame Madeleine Nirere, revient ici dans une interview exclusive qu'elle a donc accordée à RBA, notamment à notre confrère de la section Kinyarwanda, Jean-Claude Mutuyezu. Elle déclare ici l'importance pour le Rwanda d'accueillir un tel événement et surtout des résultats et des retombées que le Rwanda et les Africains en général, notamment les membres du Commonwealth, attendent. La 12e conférence va discuter sur l'impact de la corruption, sur la bonne gouvernance et le développement durable en Afrique. Nous allons discuter sur le pas franchi par les pays africains en matière de lutte contre la corruption et aussi voir les défis qui persistent et voir les solutions pour les démanteler. L'Afrique a fait des avancées significatives, mais on a encore à faire parce qu'on voit que 88,6 milliards de dollars américains sont dépensés chaque année dans la corruption, sont perdus chaque année dans la corruption. C'est une somme énorme qui pouvait être utilisée dans la construction des routes, d'autres infrastructures comme les écoles, les hôpitaux. Et là, on voit qu'il y a encore à faire. C'est pourquoi les institutions de lutte contre la corruption au niveau du Commonwealth Africa vont se réunir à Kigali avec le secrétaire général du Commonwealth et les hautes autorités du pays, de notre pays, le Rwanda. Et nous allons prendre ensemble les mesures qui s'imposent pour que la corruption cesse ou diminue considérablement. Et aussi sur le rôle des instances de lutte contre la corruption, surtout le partenariat entre ces instances, entre les pays, mais aussi avec d'autres partenaires, notamment du secteur privé, société civile, et aussi et surtout voir là où on en est avec l'agenda 2063 qui considère la lutte contre la corruption une des priorités, et aussi l'agenda du développement durable 2030 qui considère la corruption dans l'indicateur dans la corruption comme une priorité aussi, pour la bonne gouvernance et le développement durable. Et aussi, chaque pays va présenter son rapport, le rapport des activités et des initiatives qui ont été dans chaque pays, et puis les défis, et puis les stratégies pour éliminer les défis ou pour les démanteler. C'était la l'ombudsman du Rwanda, Madame Nirere Madeleine, qui était au micro de notre confrère Jean-Claude Mutuyezu. Et puis, on va parler des médias, et alors que les experts dans ce secteur des médias indiquent que les nouvelles technologies ont tout changé, de telle manière que la diffusion des informations se fait rapidement, mais a donc par contre favoriser un travail non professionnel de propagation des informations sans preuve, des informations mensongères, diffamatoires et autres, ce qui fait que cela entrave la sérénité des professionnels des médias. Indication faite à l'occasion donc de la Journée internationale de la liberté de la presse. Justement, en étant sur cet élément qui concerne la liberté de la presse, tout à l'heure
nous avons eu en interview exclusive le chef du département en charge de la coordination du suivi et de l'évaluation des médias au niveau de l'agence de l'Office rwandais de gouvernance. Il s'agit de M. Jean Bosco Rushingabigwi qui commence par expliquer l'état aujourd'hui de la liberté de la presse au Rwanda et notamment il fait allusion aux lois existant au Rwanda aujourd'hui, 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis. Et des facteurs qui montrent qu'il y a vraiment la liberté. Et entre autres choses, et plus important, c'est qu'il faut des lois qui permettent la liberté. Il faut le professionnalisme de la presse. Parce que quand on parle de liberté, ça rime avec les faits, le professionnalisme. Mais aussi, il y a un autre facteur qui montre qu'il y a de la liberté, c'est quand les gens s'expriment librement sur différents sujets, y compris des sujets sensibles. Donc, si on commence par le premier facteur, je crois que le gouvernement du Rwanda est très explicite là-dessus. Il favorise la liberté et si on regarde par rapport aux lois, à partir de la loi suprême, la Constitution, elle garantit la liberté. On a la loi sur la presse, on a la loi sur l'accès à l'information. Donc, il y a aussi les pratiques, parce que de plus en plus, vous savez qu'il y avait un certain moment pour avoir quelqu'un pour une interview, pour un programme, c'était très difficile. Mais maintenant, ça évolue. Ça évolue, il y a les agents de l'État, les citoyens, les académiciens. De plus en plus de gens répondent présents quand les médias les invitent. Donc, pour moi, c'est un signe qu'on a parcouru un bon bout. Voilà, jusqu'à on parle de la liberté de la presse, c'est vrai, nous connaissons ce que le Rwanda a traversé avec les médias qui ont joué un rôle négatif, notamment par rapport au génocide commis contre les Tutsis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une certaine perte de confiance déjà historique par rapport aux médias avec la population? Il y avait un regard certain que les gens portaient sur les médias. Est-ce qu'on peut dire quelle est la relation entre les consommateurs du contenu des médias et les professionnels des médias? Est-ce que la confiance s'est installée? Est-ce qu'on a foi en ce que le contenu de la presse ou des médias aujourd'hui représente? Ça a beaucoup évolué pendant les dernières 28 années, mais malheureusement, il y a un autre facteur qui influe sur la confiance des gens. C'est les réseaux sociaux. Juste après la période d'après-génocide, il y avait un problème de confiance par rapport au rôle que les médias avaient joué dans le génocide. Et par rapport à ce que j'ai dit qu'il faut le professionnalisme, effectivement, les médias n'étaient plus professionnels. Pendant la période de préparation et de l'exécution du génocide, on ne pouvait pas parler de professionnalisme. Mais juste après, il y a eu des débats. Les gens avaient beaucoup peur des médias, à tel point que même l'unique école de journalisme et de formation qu'on a eue a pris du retard par rapport aux autres facultés. Parce que les gens, y compris dans le gouvernement, avaient encore peur de la presse. Mais maintenant, on commence, comme je disais tout à l'heure, les gens ont eu le temps de discuter, de voir qu'il y a eu des changements, de former des gens, de regagner la confiance des gens par rapport au travail professionnel. Mais malheureusement, comme je le disais, les gens commencent à avoir encore plus peur de la presse parce que les nouvelles technologies ont ouvert la boîte de Pandore parce que maintenant tout le monde s'improvise journaliste. Même les journalistes qu'on connaissait professionnels commencent à aller chercher autre chose que le professionnalisme. Donc là, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que l'attention dont vous parlez, est-ce que ça nous renvoie également à la formation aujourd'hui du journaliste moderne, du journaliste qui soit à la pointe, qui soit à la page par rapport... Parce qu'on ne peut pas faire fi à l'évolution du monde, les nouvelles technologies qui influent, et notamment les réseaux sociaux qui s'installent. On a plusieurs personnes qui ont droit à la parole, plusieurs contenus dont malheureusement la gestion n'est pas évidente. Comment est-ce que le journalisme
traditionnel survit ou va survivre par rapport à cette nouvelle configuration? Est-ce qu'il y a un plan par rapport au Rwanda? D'abord, je vais apporter une petite précision. Les nouvelles technologies sont vraiment bonnes, voilà, même pour la presse. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment on utilise ces outils-là. Parce que, comme vous disiez, ils offrent la possibilité d'avoir plus d'informations. Là, je parle dans le positif. Ça donne beaucoup plus de possibilités de diffuser, produire, la diffusion également, à moindre coût. À moindre coût et voilà, et sans perdre la qualité. Maintenant, le problème, c'est le contenu. C'est là où le professionnalisme reste la pierre angulaire de la façon de gérer les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Parce que ce soit dans une télé, sur un plateau comme ça, ou que ce soit sur un canal YouTube, c'est le contenu qui compte. Donc, on a une opportunité avec les nouvelles technologies, mais il y a aussi un risque. Et là où on veut approcher, c'est avec, par exemple, la sensibilisation des gens, c'est sur la gestion de ce nouvel outil. Ces outils également, parmi les raisons en tout cas qu'on avance, c'est cette liberté-là. Ouais. Les consommateurs ont droit à l'information, mais également ceux-là qui informent ont droit également à informer. Maintenant, comment faire la part des choses? Comment tracer la ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans cet océan d'informations, dans cet océan, cette masse d'informations à consommer, cette masse d'informations à diffuser? C'est en expliquant aux consommateurs comment faire la part des choses. Entre, d'une part, les professionnels, le contenu diffusé par les professionnels des médias et leur dire comment savoir ça. C'est parce qu'il faut leur dire le b.a.-ba de métier. Il faut un débat contradictoire, il faut être objectif. C'est différent de cet autre contenu qui est diffusé par des individus qui ne sont pas des professionnels ou des gens qui se targuent d'être des professionnels mais qui donnent un contenu de haine, non vérifié, et malheureusement, c'est plein. Donc, le pas, la seconde phase, c'est d'expliquer aux gens et essayer de leur faire comprendre, parce qu'on ne peut pas ignorer les nouvelles technologies. Voilà, peut-être pour terminer, traditionnellement ou malheureusement, historiquement, on a vu que la population africaine, là je sors un tout petit peu du Rwanda, la population africaine, rwandaise également, il y a certaines informations que nos populations n'arrivent pas pour les valider, nos populations ont besoin de les entendre ou de les écouter ou de les apprendre d'autres médias en dehors de notre continent pour avoir foi. Est-ce qu'aujourd'hui, que fait le continent africain pour que nos populations puissent vraiment avoir foi dans notre contenu pour ne pas aller contre-vérifier ce qu'ils consomment dans nos médias? Il y a deux choses, à mon avis. La première, c'est toujours faire tout ce qu'on peut pour rester professionnel. De deux, je dirais qu'il y a comme un complexe de nous, Africains, comme quoi on n'est pas capable de faire aussi bien que les autres. Et pourtant, on a des intellectuels, et pourtant, on a de très bons journalistes, et pourtant, on a... L'information est ici en Afrique. Donc, je dirais il faut que les praticiens de médias restent et font tout pour rester professionnels. Et de deux, il faut que les Africains soient décomplexés. Parce que c'est nous qui sommes tout près de l'information. Pourquoi aller attendre que quelqu'un d'un média en Europe ou aux États-Unis vous dise quelque chose qui s'est passé à Nyabimata alors que vous êtes ici? Donc, c'est les deux choses, à mon avis. Jean Bosco Rushingabigui, merci beaucoup d'être passé dans le studio. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Jean Bosco Rushingabigui, donc il est chef du département en charge de la coordination du suivi et de l'évaluation des médias à l'Office rwandais de gouvernance, RGB.
Passons à la page santé à présent pour parler du ministère de la Santé qui aujourd'hui indique que des mesures sont en cours pour faciliter ou en tout cas pour soigner environ 3000 patients qui viennent de passer très longtemps avec des transferts de plusieurs centres de santé mais sans trouver de médecins. Pour surmonter ce défi, les hôpitaux universitaires de Butare et de Kigali, notamment l'hôpital militaire du Rwanda, sont en consultation avec l'hôpital Roi Faisal pour établir une coopération qui va donc permettre la prise en charge de ces patients. Les détails ici, c'est avec Jean Damascène Manishim. Le centre hospitalier universitaire de Kigali, c'est l'un des hôpitaux qui accueille de nombreux patients venus de coins divers du pays. Il se trouve parfois que ces malades attendent longtemps avant d'être soignés. Le médecin directeur du centre hospitalier universitaire de Kigali indique que la fixation des rendez-vous suit certains critères. Nous mettons les patients en différentes catégories suivant la gravité de leur maladie. Tu ne peux pas dire à un patient qui souffre d'un abcès dans la vessie, par exemple, d'attendre une opération dans 2 mois. Une telle opération doit se faire sans délai. Le responsable des opérations médicales à l'hôpital Roi Faisal à Kigali indique que tout a été fait pour bien accueillir et traiter les patients transférés à cet hôpital. Nous avons le matériel nécessaire. Les médecins sont en place et nous sommes prêts à l'exécution de notre programme. Nous avons tout mis en œuvre pour nous assurer que le cas de tout patient qui devra subir une opération soit bien connu. Et cela pour éviter que la maladie ne nuise pas à sa santé ou que l'opération elle-même n'ait pas de conséquences fâcheuses sur sa santé. D'ici la semaine prochaine, nous échangerons des informations avec ces hôpitaux sur les patients qui doivent être transférés ici chez nous. Le programme débutera dans moins de 2 semaines. Le ministère de la Santé explique par ailleurs que le gouvernement du Rwanda intensifie les efforts d'accroître le nombre de médecins afin de répondre aux besoins du moment en matière sanitaire. Le ministère assure également que cette collaboration des hôpitaux universitaires avec l'hôpital Roi Faisal, qui occasionnera le transfert de nombreux patients, ne relèvera pas le coût des soins médicaux. Voilà, c'est donc par là que nous nous séparons. Merci à toute l'équipe qui m'a réalisé, une équipe qui était conduite par Léoncy Kanzaire. Et en mon nom propre, je vous dis merci d'avoir été de nôtres. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir et restez bien fidèles à nos programmes.